Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Aujourd'hui encore, nous recevons l'unique et inimitable Larry Johnson. Bonjour, merci Pascal. Merci. Beaucoup de choses se sont passées cette dernière semaine concernant la Russie et l'Iran, et rien de tout ça ne semble bien se dérouler. Surtout avec ce qui se passe en ce moment du côté de la Russie, après que l'Ukraine a en gros tué tous ses adolescents à Lugansk. Les Russes ne le supportent plus et ont même lancé un avertissement demandant aux diplomates étrangers à Kiev d'évacuer. Vous pensez que l'approche de la Russie dans cette guerre va changer maintenant? Oui, je pense que c'est un moment charnière. Ils ont pris la décision de changer, mais ils ne sont pas encore vraiment passés à l'action. Vous savez, on avait eu un indice que ça allait dans cette direction il y a environ 3 semaines, ou peut-être 4, quand l'ambassadeur Dmitry Polyansky est apparu dans le podcast de Danny Davis et a déclaré en gros que des cibles en Europe étaient désormais sur la table, à cause des attaques de drones menées à l'intérieur de la Russie. 2 ou 3 jours plus tard, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a repris le sujet. Et vous savez, je connais Dmitry. J'ai passé un peu de temps avec lui. C'était en quelque sorte mon hôte quand j'ai pris la parole devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Et puis, Sergei Ryabkov, je l'ai rencontré pour la première fois en décembre 2023. C'était un petit séminaire, une douzaine de personnes. J'étais là avec Alastair Crooke et Pepe Escobar. Sergei Ryabkov est un diplomate très sérieux. Il a répété exactement le même message que celui qu'avait transmis l'ambassadeur Polyansky. Et ça m'a tout de suite indiqué quelque chose. Parce que vous savez, Dmitry n'est pas du genre à sortir des phrases du style « Ouais, on va aller botter les fesses des Européens ». Comme tu sais passé. Ce qu'il a dit était mesuré, mais c'était direct. Et il était clair qu'il agissait selon des instructions venues du ministère des Affaires étrangères. Puis enfin, on a eu le compte-rendu de la conversation de cette semaine entre le sénateur LeRolf, le ministre des Affaires étrangères, et le secrétaire d'État Marco Rubio. Ce n'était pas ce que j'appellerais une conversation agréable. Vous savez, LeRolf est très direct. Et attention, le compte-rendu russe contenait ceci. Le compte-rendu américain, lui, ne disait rien. Mais le message était clair. Les diplomates occidentaux doivent quitter Kiev. La Russie ne lance pas de menaces en l'air. Comme l'a dit Raymond Governe, qui a passé de très nombreuses années à étudier et à analyser les Russes dans le cadre de son travail à la CIA, si vous voulez savoir ce que les Russes vont faire, écoutez simplement ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne sont pas connus pour raconter n'importe quoi. Ils sont très directs. Ils peuvent être diplomates. Mais dans ce cas précis, il faut prendre très au sérieux ce qui est dit. Ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils vont frapper des cibles de renseignement et des cibles militaires à Kiev, où se trouvent actuellement, je pense, des Occidentaux, du personnel de la CIA américaine et du personnel militaire, à la fois de l'OTAN et des États-Unis. Alors, certains se demandent pourquoi ils n'ont pas attaqué plus tôt. Pourquoi maintenant? Eh bien, cette dernière attaque terroriste contre des civils, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Quiconque utilise la violence pour tuer des civils, c'est la définition même du terrorisme. Et il faut noter que malgré cette riposte russe incroyablement massive à Kiev, je ne crois pas qu'ils aient tué de civils. Donc on voit bien qu'ils ont pris soin de viser les infrastructures militaires et de renseignement. Alors, les chiffres qu'ils ont publiés juste après, le lendemain matin, parlaient de 4 personnes. C'est pas confirmé, mais c'est ce qu'ils ont dit de leur côté. Et ensuite, Carlos a écrit sur Twitter quelque chose comme « c'est du terrorisme pur ». Ils veulent tuer. C'est un génocide. Ils veulent tuer autant de gens que possible. Ce qui est enfin, c'est un autre niveau de stupidité.
Mais voilà ce qui est sorti de l'Occident. Oui, eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que si c'était vraiment l'intention de la Russie, alors ils sont vraiment mauvais à ça, vous voyez. Surtout vous et les Russes, dans des zones très peuplées, et vous n'arrivez même pas à tuer plus d'une dizaine de personnes. Franchement, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment mauvais dans votre domaine. Mais bon, comment faut-il comprendre ça alors? Parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que quand la Russie dit « retirez vos diplomates », en réalité, elle veut dire « éliminer ces gens à Kiev, ceux qu'on sait responsables de la mort de nos compatriotes. Et si vous ne les éliminez pas, c'est nous qui le ferons. » Oui. Eh bien, dis-leur simplement, surtout aux Occidentaux, de quitter la ville, parce que la Russie va frapper Kiev. Et elle va continuer à la frapper pour préparer une offensive terrestre. Je pense qu'ils vont capturer et contrôler Kiev, peut-être d'ici la fin de l'été. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, ils n'ont jamais mené ce genre d'attaque auparavant, c'est qu'ils ne voulaient pas risquer de tuer des Occidentaux et d'entraîner une escalade du conflit. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire « D'accord, c'est une violation de l'article 5 ». Et ça, la Russie n'était tout simplement pas prête à l'assumer. Maintenant, ils sont prêts. Je pense qu'ils se sont assurés d'avoir suffisamment de missiles, d'artillerie et de soldats. Ils ont renforcé leurs effectifs. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils passent à la vitesse supérieure. Et ce n'est pas seulement Dmitri Polyansky. Sergei Karaganov aussi a parlé de l'éventualité d'utiliser des armes nucléaires contre l'Europe. Donc la guerre est entrée dans une toute nouvelle phase. Je ne sais pas s'ils vont lui donner un autre nom, mais on est clairement au-delà de l'opération militaire spéciale. Petite pause rapide, parce que j'ai été récemment banni de YouTube. Même si je suis de retour, ça peut très bien se reproduire à tout moment. Donc s'il vous plaît, pensez à vous abonner, non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pakalotaz.substack.com, le lien est dans la description juste en dessous. Et maintenant, on reprend la vidéo. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce que, d'après moi, les 4 dernières années se sont déroulées en plusieurs phases. La première, c'était la Russie, qui essayait de créer un effet de surprise, une mauvaise surprise pour l'Ukraine, afin de la forcer à accepter un accord de neutralité à la table des négociations. Ils y étaient presque. Le virus est arrivé, a tout fait exploser, et a dit « Allez, combattez ». Les Russes ont dû faire avec les moyens du bord, se replier pour se regrouper. Et à partir de là, depuis 2023, ils ont été pendant environ 3 ans dans une guerre d'usure. Leur logique, c'était « Très bien, allez-y, Ukraine et l'OTAN, envoyez tout ce que vous avez, on le détruira, on vous démilitarisera comme ça, et on avance lentement, méthodiquement. » Du côté russe, ils voulaient maintenir la fiction que ce n'était qu'une opération militaire. Et l'Occident, lui, voulait entretenir la fiction que c'était simplement une aide à l'Ukraine. Mais l'accord implicite, c'était on garde tout ça à l'intérieur de l'Ukraine, d'accord? Chaque fois qu'il y avait un risque que ça déborde, en réalité, les deux camps calmaient le jeu. Et ça semble avoir été, pour des raisons différentes, la ligne de conduite. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les Européens, petit à petit, se poussent eux-mêmes à vouloir porter la guerre sur le territoire russe, tout en espérant qu'elle ne viendra pas chez eux. Et la Russie, elle ne va pas accepter ça, n'est-ce pas? Vous le voyez comme ça, vous aussi? Oui, tu sais, tu as tout à fait raison. Comparons un peu le leadership en Russie et l'opinion publique, avec le leadership et l'opinion publique aux États-Unis en ce qui concerne la guerre. On peut dire que Vladimir Poutine a toujours été un peu en retard sur l'opinion publique. En fait, il n'a jamais vraiment cherché à mobiliser les gens en disant « allons plus loin », tu vois.
il a toujours été plus prudent, alors que les Russes, en moyenne, ont été plus enclins à adopter une attitude plus agressive. Et ça se reflète, tu sais, dans les déclarations de Dmitri Medvedev, par exemple, ou de Sergei Karaganov. Tous deux sont des personnalités respectées, des gens sérieux en Russie. Eh bien, maintenant, Poutine sort du bois, parce qu'il était évident que ce que Lavrov a dit venait directement des ordres de Vladimir Poutine. Poutine lui a dit « Tu appelles ce Marco Rubio, et voilà ce que tu lui dis. » Et le même message a été transmis à Ryabkov et à Dmitri Polyansky. Tu te souviens du musicien Alice Cooper? Les années 70, 4-20 aux États-Unis, c'était avant ton époque. Il avait une chanson qui s'appelait « No More Mr. Nice Guy ». Eh bien, c'est Poutine maintenant. Fini le gentil monsieur. La Russie a franchi un cap dans cette guerre, et je m'attends à ce qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils rendent Kiev pratiquement invivable pour les diplomates étrangers, le personnel militaire étranger et les anciens agents de renseignement. Je veux dire, le fait qu'ils disent maintenant qu'ils vont intensifier la pression contre Kiev, à mon avis, c'est aussi une façon de dire aux Européens, regardez, c'est la dernière chose qu'on fait à l'intérieur de l'Ukraine. Si vous ne l'arrêtez pas ici, la prochaine étape se passera en dehors de l'Ukraine. Donc, et puis, quand on parle de chasser non seulement les diplomates, mais aussi les ONG, le centre de commandement étranger et tout le reste, tout en forçant les Ukrainiens à maintenir les structures gouvernementales et tout l'appareil d'État à Kiev, ça risque de provoquer pas mal de complications. Mais est-ce que vous voyez une chance que le gouvernement lui-même, ainsi que les structures militaires, se replient à Lviv ou quelque part dans ce genre? Au final, je pense que c'est ce qui va se passer. Et vous savez, vous avez très bien relevé le point essentiel. Parce que quand l'ambassadeur Polyansky et Sergei Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, ont d'abord parlé de s'en prendre à l'Europe, dans ma tête, je me suis dit, d'accord, ils vont commencer à viser des villes européennes. C'est une façon pour eux de frapper des cibles européennes en Ukraine. C'est en quelque sorte une étape intermédiaire avant une escalade totale. Encore une fois, ça leur donne une chance de reculer, de se retirer, de se mettre à l'abri. Et vous savez, on dirait que ça a eu quelques effets. Starmer et Macron ont été un peu moins belliqueux ces derniers temps. C'est, vous voyez, un peu comme le phénomène du petit chien. Vous avez déjà été près d'un grand chien, vraiment fort et imposant. En général, il n'a pas besoin d'aboyer. Sa simple présence suffit à vous intimider. Ce sont les petits chiens nerveux, ceux qui aboient sans arrêt, qui finissent par être juste agaçants. Eh bien, c'est Kaja Kallas. C'est aussi von der Leyen, ou, comme je l'appelle, Fond of Lying. Vous voyez, ce sont elles qui lancent des menaces belliqueuses, mais sans avoir les moyens de les mettre à exécution. Donc, je veux dire, même si cette nouvelle phase de la guerre reste à l'intérieur de l'Ukraine, il me semble que les Européens sont décidés à poursuivre leurs préparatifs pour une guerre avec la Russie. Et si on écoute toutes les discussions qu'on a eues dans ces différentes émissions, y compris avec Glenn Dizen et d'autres, on voit que les Russes commencent maintenant à admettre que d'accord, cette guerre va arriver. Alors, ils se préparent. Est-ce qu'on est déjà en train de vivre une prophétie autoréalisatrice à ce stade? Non, parce que c'est une chose pour l'Europe de parler, et c'en est une autre d'agir. Et c'est ça au fond qui la sauve. Ils sont bons pour les discours, pas vraiment pour l'action. Et quand les choses se corsent, souvenez-vous, Starmer disait qu'il allait intercepter tous ces navires fantômes russes qui transportent du gaz ou du pétrole.
Eh bien, les Russes arrivent avec un de leurs croiseurs ou un destroyer, ils le mettent au large des côtes britanniques, et là Starmer dit « Ah, finalement, on va laisser tomber. » Donc, si tout dépendait uniquement des dirigeants, oui, ça pourrait devenir une prophétie autoréalisatrice. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir leur mot à dire. Et le grand public, dans ces différents pays, finira, je pense, par empêcher leurs dirigeants de se suicider politiquement. Eh bien, je l'espère. Mais quel est le rôle des États-Unis maintenant? C'est un moment vraiment étrange, où les États-Unis continuent de se présenter comme un médiateur neutre, alors que tout le monde reconnaît qu'ils sont la pièce maîtresse du processus de décision au sein de l'OTAN. Et ce processus finit, en fin de compte, par influencer directement Kiev, non? Alors, quelle est la position actuelle des États-Unis? Les États-Unis, l'Ukraine. Vous connaissez l'expression « le beau-fils roux » ? Oui? Alors, dans la culture américaine, quand une famille adoptait un enfant, on l'appelait parfois comme ça. Ce n'était pas le préféré. Il ne faisait pas vraiment partie du cercle familial. On le traitait toujours un peu comme un étranger. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement la place de l'Ukraine par rapport aux États-Unis. Le beau-fils roux. Parce que le fils préféré, c'est Israël. C'est lui qui reçoit tout l'amour, tout l'argent, toutes les armes. Et l'Ukraine, elle, n'a presque rien. Et vous savez, il y a aussi beaucoup d'auto-illusions, des deux côtés, à la fois en Occident et en Ukraine. Zelensky a écrit une lettre à Trump pour se plaindre. On a besoin de plus de missiles Patriot, on a besoin de plus de défense aérienne. L'Ukraine a commencé à recevoir sa première livraison de missiles Patriot, les PAX-3, en 2023. Et donc, entre 2023, 2024 et le début de 2025, ils en ont reçu au total environ 950. In 2023, and so 2023, 2024, into early 2025, they received a grand total of like 950 PAC-3 missiles. Now, Des missiles PAC-3. Alors, faisons le calcul. Si vous avez un missile russe qui arrive, qu'il soit balistique, de croisière ou même un drone Geran, il faut tirer 2 PAC-3 sur ce missile entrant. Faites une recherche sur un moteur d'intelligence artificielle et posez la question. Combien de missiles la Russie a-t-elle tiré depuis 2023? Pour les missiles balistiques et de croisière, je ne parle même pas des drones, les chiffres tournent entre 8 000 et 12 000. Donc, faites le calcul. Si vous en avez 950, ça veut dire que vous pouvez viser 475 missiles. Et si vous faites ça, vous avez épuisé tout votre stock de PAC-3. Pendant ce temps, eux, ils en abattent 90% sur 8 à 12 000 missiles. and they're shooting down 90% of 12,000, 8,000 to 12,000 missiles. Please, stop lying. S'il vous plaît, arrêtez de mentir. Ce n'est pas vrai. Le fait est que l'Ukraine n'a pratiquement plus de système de défense aérienne depuis plus de 2 ans. Et vous savez, ils essayent toujours de faire bonne figure en disant « Oui, on en a abattu tant ». Mais ce n'est pas le cas. Le plus triste, c'est qu'ils peuvent supplier les États-Unis autant qu'ils veulent pour obtenir plus de missiles PAC-3. Les États-Unis en produisent en moyenne une 60aine par mois. D'accord? Ce qui veut dire qu'ils peuvent en intercepter une 30aine potentiellement. Alors où est la priorité? La priorité, c'est Israël, pas l'Ukraine. Oui, évidemment, Israël. Mais d'un autre côté, il me semble que l'Ukraine, sans doute de manière indépendante, a tiré une leçon très similaire ou est en train d'en tirer une, de ce qu'Iran prépare depuis un certain temps. Le fait qu'on ne peut pas éviter d'être frappé, mais qu'on peut garder la capacité de riposter. Et ils ont compris, en fait, que tout le système patriote et tout ça, à mon avis, c'est surtout du blanchiment d'argent. Parce qu'en réalité, ce qui fait mal à la Russie en ce moment, ce sont ces drones bon marché que les Ukrainiens arrivent à lancer ou que l'alliance de l'OTAN parvient à lancer sur le territoire russe. Et les Russes,
eux aussi sont vulnérables à ce genre d'attaque. Donc on en est un peu au point où les deux camps, et d'ailleurs c'est pareil dans la guerre avec l'Iran, n'ont plus d'autre choix que d'encaisser les coups. Et en général, c'est la puissance la plus grande qui est la plus sensible au fait d'être touchée elle-même. No, I disagree, for this reason. One, Je ne suis pas d'accord, et voici pourquoi. D'abord, la plupart des drones tirés vers la Russie sont abattus. La Russie dispose encore d'un système de défense aérienne très solide et très efficace. Quelques-uns passent, oui, et ils causent des dégâts. Mais à quelle échelle, exactement? Il faut se rappeler que si on compare les tailles, même par rapport à l'Iran, l'Ukraine représente à peu près un tiers de la superficie de l'Iran. Et quand on regarde les 8 à 12 000 missiles balistiques et de croisière tirés sur une période de 4 ans, sans parler du nombre de drones, probablement entre 20 et 30 000, eh bien, malgré toute cette puissance de feu répartie sur le territoire ukrainien, la société ne s'est pas effondrée. Elle s'épuise peu à peu, par attrition, mais elle tient encore. L'Ukraine, de son côté, n'a rien de comparable en termes de puissance de feu. Aujourd'hui, ses seules armes vraiment offensives, ce sont peut-être quelques Storm Shadow et puis des drones. Storm Shadows, and they've got some drones. Now they're getting a fairly significant. En ce moment, ils reçoivent un réapprovisionnement assez important en drones venant du Royaume-Uni, mais du coup, ça fait du Royaume-Uni une cible, d'après ce que Lavrov a annoncé l'autre jour. Alors, du point de vue russe, ils suivent un plan militaire. Ce plan n'entre pas du tout dans les modèles occidentaux de ce qu'on considère comme une bonne manière de faire la guerre, même si l'Occident a ses propres plans. Mais regardez les résultats de ces plans au cours des 66 dernières années. Franchement, ils n'ont pas été brillants. Et on n'a pas besoin de se limiter à un seul exemple. Il y en a plusieurs. Prenons la guerre de Corée. Les États-Unis n'ont pas réussi à vaincre la Corée du Nord et la Chine. Ils ont échoué aussi au Vietnam. Et puis, il y a eu toutes ces autres guerres menées un peu au hasard. On dit qu'on a vaincu Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe. Mais avec le recul, c'était une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Looking back on that was a war that never should have happened because Saddam was a client of the Parce que Saddam était un client des États-Unis. L'Irak avait été soutenu, financé, armé et équipé par les États-Unis pendant sa guerre contre l'Iran. Et puis, en un peu plus d'un an et demi à peine, les États-Unis se sont retournés contre Saddam Hussein avec une vraie vengeance. Il faut vraiment se replonger dans ce moment-là. Cette guerre était tellement inutile. Et moi, avec le recul, je me rends compte que je ne comprenais pas à l'époque ce que je sais aujourd'hui. À ce moment-là, je n'avais pas suivi l'histoire de la guerre Iran-Irak. Je ne savais pas que les États-Unis avaient fourni les armes chimiques et biologiques, ni qu'ils avaient transmis les renseignements qu'utilisait l'Irak pour attaquer l'Iran. J'ai juste dit, tiens, voilà ce type, Saddam, qui sort de nulle part et attaque le Koweït. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment que Saddam avait rencontré l'ambassadrice américaine, April Glaspie. Il lui avait dit, « Écoutez, ces Koweïtiens nous volent notre pétrole, donc je vais intervenir pour arrêter ça. Est-ce que ça pose un problème? » Et April lui aurait répondu que les États-Unis n'avaient pas de position sur la question. Alors il a dit d'accord. Et il faut se rappeler que ce type-là collaborait avec la CIA et le département de la Défense américain depuis presque 10 ans. Donc, dans sa tête, il se disait « Les Américains, j'ai une relation correcte avec eux. » Ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il restait quand même l'enfant mal aimé. Le fils préféré Israël restait au premier plan, et c'était l'une des principales justifications, ou du moins motivations, des États-Unis pour mener cette attaque en 1990 afin de le chasser du Koweït. Donc en fait, les États-Unis ont échoué sur le plan militaire. Et c'est ça aussi, je pense, la grande révélation pour la Russie dans toute cette histoire. C'est une chose de faire une évaluation du renseignement.
mais c'en est une autre, de voir comment ça se passe réellement sur le champ de bataille. Scott Ritter et moi, on a eu un petit désaccord à l'été 2022, quand les États-Unis ont commencé à déployer une partie de leur artillerie de 155 mm et certains de leurs premiers missiles à courte portée. The United States first introduced some of its 155 millimeter artillery and one of the earlier short-range missiles. Et Scott a dit à ce moment-là qu'il pensait que c'était un tournant. Et moi j'ai répondu, non, pas du tout. Ça ne change pas le cours des choses, bam. Mais maintenant, on en est à un point où ce que les Russes vont faire va tout changer. Ce sera un vrai tournant. Ça va modifier en profondeur la nature même de la guerre. Et ça va arriver parce que vous savez, la Russie a compris que les États-Unis sont en réalité un tigre de papier. Ils peuvent causer des dégâts, oui, mais ils n'ont pas réussi à vaincre les Houthis, et maintenant ils n'ont pas réussi non plus à vaincre l'Iran. Et toutes leurs soi-disant armes miracles, celles qu'ils ont fournies à l'Ukraine, n'ont pas réussi à entamer la capacité militaire et industrielle de la Russie. Tout ça est vrai. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir quel pourrait être le but final du côté russe. Parce que, enfin, si j'étais l'un de ces néoconservateurs un peu tordus à Washington, alors Et on sait qu'ils en parlent comme ça, non? Hillary Clinton a dit, au tout début de la guerre, qu'il fallait faire de l'Ukraine l'Afghanistan de la Russie. Elle l'a dit littéralement. Et franchement, pauvre Afghanistan. Envahi par deux grandes puissances sur quoi? 40 ou 50 ans. Mais bon, sérieusement, pauvres gens. Mais leur idée, c'est de transformer tout ça en bourbier, non? Et un bourbier, c'est une guerre que tu peux mener avec une puissance écrasante, ou même en étant beaucoup plus fort que l'autre, mais que tu ne peux pas gagner. Parce qu'en face, ils vont soutenir des insurgés, leur fournir des petites armes et continuer à frapper encore et encore, sans arrêt. Jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs années, tout finisse par s'effondrer. Alors, comment la Russie pourrait-elle empêcher ça? Parce que ces frappes de drones à l'intérieur du territoire russe sont déjà faites pour ça, non? C'est une série de petites piqûres qui, avec le temps, finissent par s'accumuler. Eh bien, la Russie a en fait un passé plutôt solide dans la lutte contre les insurrections, notamment celles soutenues par l'Occident. La première, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, vers 1949-1950. À ce moment-là, la CIA et le MI6 s'occupaient des banderistes, en formant des unités ukrainiennes chargées de mener des attaques en Russie. Il a fallu environ 6 ans aux Russes pour en venir à bout. Ensuite, avançons jusqu'aux années 90. Il y a eu la première guerre de Tchétchénie, en 92-93, puis la deuxième, qui a vraiment commencé en août, je crois que c'était le 9 août 1999, et qui a duré environ 11 ans. Elle s'est terminée en 2010, quand Medvedev était président. Donc la Russie a déjà mené avec succès des guerres contre des insurrections, y compris celles soutenues par l'Occident, et elle les a vaincues. Et la défaite lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, brutale. Oh, absolument. Les Russes ont tué beaucoup de monde. Mais quand tout ça a été terminé, ils avaient gagné la loyauté de la population musulmane en Tchétchénie. Et je peux en témoigner simplement d'après mes conversations avec le général Apti Alodinov. Vous savez, c'est un héros de la Russie, mais c'est aussi un musulman très pratiquant. Il a combattu, il a participé à tout ça alors qu'il était encore très jeune, à peine adolescent, pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Aujourd'hui, la Russie poursuit cette guerre d'usure. Elle vide l'Ukraine de ses forces. Mais en plus de ça, je pense que ce qu'on va voir, c'est que la Russie finira par prendre Kiev, ou Kiev, peu importe comment on le prononce, puis Odessa, et probablement la Transnistrie. Avant que tout ça ne se termine, ils auront militairement vaincu les forces ukrainiennes.
Et si des troupes de l'OTAN essayent d'intervenir pour défendre Odessa, elles seront anéanties. Et ce sera la Russie. Ce sera brutal. Mais c'est à mon avis ce que la Russie est prête à faire. En ce moment, on en est encore, je veux dire à un stade où très probablement les Russes veulent toujours maintenir la guerre à l'intérieur de l'Ukraine. N'est-ce pas? Les Ukrainiens, eux, veulent toujours l'européaniser. Et les Européens aimeraient aussi l'européaniser. Donc, au final, tout dépendra sans doute de la décision de Washington sur la direction que cela prendra. Oui, Trump ne s'impliquera pas davantage en Ukraine. J'en suis assez sûr. Il est trop absorbé par l'Iran. Vous savez, les États-Unis ont déjà des opérations militaires très limitées là-bas. Et en ce moment, il prend un vrai coup politiquement. Sa popularité est au même niveau que celle de Richard Nixon pendant son deuxième mandat. Et souvenez-vous, Nixon, à ce moment-là, était en plein dans le scandale du Watergate. 63% des Américains étaient contre lui. Et c'est exactement là où en est Trump aujourd'hui. Il n'a que 37% des gens qui disent le soutenir. And that's where Trump is right now. 63, he's only got 37% saying they support Trump. Oui, et la guerre avec l'Iran a vraiment porté un coup à toute sa base MAGA. Et apparemment, il n'arrive pas à s'en sortir. Alors passons à l'Iran. Qu'as-tu pensé de ce qu'il a dit il y a 2 jours quand il a affirmé avoir parlé à tous ses dirigeants d'Asie de l'Ouest, y compris la Turquie, et qu'ils devaient tous rejoindre l'accord de paix? Ce qui en réalité revient à signer les accords d'Abraham et à reconnaître Israël, y compris le Pakistan et tout le reste. Franchement, si je voulais être sûr qu'il n'y ait aucun accord, c'est exactement comme ça que je m'y prendrais. Et on n'a aucun précédent historique où des États neutres, non impliqués, ont été forcés de faire partie d'un accord de paix. Je veux dire, c'est quoi cette idée? Oui, enfin, d'après les rapports, quand il a évoqué ça, il avait toutes ces personnes en ligne sur une conférence téléphonique. Et quand il a lancé le sujet, il y a eu un silence total. Personne n'a pris la parole pour dire « Oui, Monsieur le Président, excellente idée » ou « Allons-y, faisons ça ». Est-ce qu'un accord du type des accords d'Abraham serait possible? Oui, je pense, dans un certain scénario. Ce scénario, ce serait que Israël accorde un véritable statut d'État aux Palestiniens. Ils doivent pouvoir vivre en sécurité. Et Israël aurait retiré ses forces militaires jusqu'aux frontières appropriées. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ces autres nations seraient prêtes à envisager de reconnaître Israël comme un État souverain. Tant qu'ils continueront à mener des guerres, à attaquer le Liban et à attaquer les Palestiniens, il n'y aura pas d'accord d'Abraham. Les Saoudiens l'ont dit très clairement. Le lendemain, ils ont publié un communiqué disant « Non, ça n'arrivera pas tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas pris en compte ». Même chose du côté du Qatar, et même chose de l'Iran. Donc oui, tu as raison, on dirait que Trump essaie peut-être de saboter délibérément ses propres efforts de paix. Mais de toute façon, ça n'ira nulle part. Ou bien, est-ce qu'il mène un combat interne contre tous les néoconservateurs, les Lindsey Graham et compagnie, et Pompeo? Je veux dire, ils sont tous sortis la semaine dernière quand Trump a annoncé qu'un accord était proche. Et ils ont tous dit « Non, 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 pas d'accord. C'est horrible à cause de notre allié Israël. » Et maintenant, il lance juste cette idée pour leur donner un os à ronger. C'est quelque chose comme ça. Oui, eh bien, comme vous l'avez justement remarqué, les comptes sur les réseaux sociaux du camp sioniste se sont enflammés. Et encore aujourd'hui, on a vu Trump dire des choses qu'une personne en contact avec des sources de la Maison-Blanche a reprises en regardez. Trump a encore fait capoter un accord de paix avec ses déclarations
selon lesquelles l'Iran ne restera pas maître du détroit d'Ormuz, tout en insistant sur le fait que les accords d'Abraham doivent être respectés. Donc je sais que les Pakistanais jouent un rôle de premier plan dans ces négociations, en essayant, vous voyez, de recoller les morceaux pour parvenir à un accord. Ils ont le plein soutien de la Chine, et la Chine, comme la Russie, exercent toutes deux une pression diplomatique sur les pays arabes du Golfe. Juste avant de venir à l'antenne, j'ai reçu un rapport d'une personne impliquée dans les négociations du côté chinois. D'après elle, le Qatar a maintenant informé les États-Unis, en gros, qu'ils ont entre 6 et 9 mois pour partir du Qatar. Autrement dit, il faut fermer la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande de toutes. C'est le centre nerveux de toutes les opérations militaires américaines en Asie de l'Ouest. Je suis d'ailleurs assez surpris que l'Iran n'ait pas causé plus de dégâts à cette base pendant les 5 premières semaines de la guerre. Et ça, c'est peut-être parce qu'il faut se rappeler que la relation entre l'Iran et le Qatar est assez complexe. Il y a quelques années, le Qatar était isolé. Le pays faisait face à des attaques de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, et ces derniers empêchaient même l'arrivée de l'aide humanitaire. Alors, qui a soutenu le Qatar à ce moment-là? L'Iran. Les Qataris ne sont donc pas des ingrats, ils s'en souviennent très bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Dalai Lama, le président du Parlement, était au Qatar. Je ne sais pas exactement avec qui il a rencontré, mais je suis sûr que c'était avec les dirigeants. L'Iran, aujourd'hui, essaye de mettre en place toute une nouvelle architecture de sécurité. Il travaille à ça. Et ce que ça veut dire, c'est l'exclusion des États-Unis de l'Asie de l'Ouest. Oui, et ils vont probablement y arriver, parce que l'Arabie saoudite a déjà bloqué les États-Unis à 2 reprises, et le Qatar aussi. Et je pense qu'on a récemment compris quelque chose. On en avait parlé plus tôt, on regardait le cas d'Oman. Oman n'a pas de base importante, ni rien de ce genre, et pourtant, il a été attaqué. Et maintenant, on sait, parce qu'Araqchi l'a dit, que ces attaques n'étaient pas intentionnelles. C'est lié à leur système de défense en mosaïque, où 31 gouvernorats militaires indépendants prennent leurs propres décisions. Du coup, certains ont frappé des cibles que la direction suprême n'aurait sans doute pas voulu viser. Mais il semble qu'aujourd'hui, le message passe enfin auprès des États du Golfe, non? Il faut expulser les Américains. Donc, les négociations sont probablement aussi difficiles avec les pays du Golfe qu'avec les États-Unis pour réussir à créer de nouveaux faits sur le terrain. Exactement. Oui, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et il y a encore des Pakistanais qui travaillent sous la direction des Chinois, qui veulent s'assurer de mettre en place cette nouvelle architecture de sécurité. L'idée, en gros, c'est que les États du Golfe et l'Iran garantissent eux-mêmes leur sécurité en tant que groupe. Et donc, le seul élément problématique dans tout cet ensemble, c'est les Émirats arabes unis. Et même à l'intérieur des Émirats, ce n'est pas tous les Émirats. C'est surtout le dirigeant MBZ, qui je crois est basé... Comment s'appelle l'autre grande ville? Pas Dubaï, l'autre. Abu Dhabi. Oui, Abu Dhabi. Je pense que c'est là qu'il a ses quartiers. Donc c'est encore un chantier en cours. Mais juste avant qu'on prenne l'antenne, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux affrontements ce soir du côté de Bandar Abbas. Alors, ça pourrait encore tourner à un échange assez tendu. On dirait que le ministre des Affaires étrangères, Araqchi, est allé à Moscou hier. Le Kremlin n'a rien mis en avant à ce sujet. Je suppose que c'était bien Araqchi, mais c'était peut-être le ministre de la Défense. Pour l'instant, les Russes n'ont publié aucun compte-rendu de ce genre de rencontre. Donc je suis sûr que ça concernait les négociations, les discussions sur ce que l'Iran pourrait proposer. L'Iran a dit « D'accord, on abandonne l'uranium d'origine, à condition que ce soit vous
la Russie qui le stockait. Il a aussi été question que le Pakistan le stocke. Et là, Trump aurait dit non, que ce n'était pas possible. Mais pour l'Iran, c'est une ligne rouge. Les États-Unis ne vont pas dire à l'Iran ce qu'il peut faire de son uranium enrichi. C'est l'Iran qui prendra cette décision. Oui, mais d'un autre côté, l'Iran veut des choses que seuls les États-Unis peuvent lui donner. Je veux dire, l'aspect militaire, c'est une chose. L'Iran peut peut-être les repousser du Golfe, oui, mais l'autre aspect, c'est évidemment la levée des sanctions et la fin de ce blocus. Et ça, c'est quelque chose qui dépend vraiment des États-Unis. Donc, il y a un intérêt à trouver une forme d'accord qui ensuite donnerait des résultats, non? Mais enfin, laissez-moi juste ajouter quelque chose. On peut se demander qui souffre le plus du blocus, l'Iran ou les pays arabes du Golfe. Moi, je dirais que ce sont les Arabes du Golfe. Pourquoi? Parce que même s'il y a certaines restrictions ou des tentatives pour limiter ce que l'Iran peut exporter par les ports du Golfe Persique, ils ont encore des routes commerciales ouvertes vers le nord, par la mer Caspienne, avec la Russie et l'Azerbaïdjan. Ils ont aussi des routes terrestres qui passent par Tashkent, y compris la ligne de chemin de fer qui les relie à la Chine. Et la Chine peut envoyer des avions cargo avec des marchandises. Sans parler des 7 routes terrestres depuis le Pakistan, avec la pleine coopération du Pakistan. Donc, en réalité, l'Iran s'en sort plutôt bien sur le plan économique. Toutes ces prévisions alarmistes disant que le blocus allait étouffer leur économie, qu'ils allaient s'effondrer, ça ne s'est pas produit. Donc, vous voyez, toutes ces prédictions des experts occidentaux se sont révélées fausses. Si possible, ce serait évidemment mieux aussi pour l'économie iranienne que tout ça soit levé, que les sanctions soient levées et qu'on puisse vraiment aller plus loin. Donc oui, ce serait une bonne chose. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux, à mon avis, gâchent une grande partie de ce processus diplomatique, parce que tout ce que Donald Trump balance devient aussitôt un énorme sujet. Mais justement, quel est ton ressenti? Est-ce qu'il y a, selon toi, une vraie diplomatie qui se joue derrière tout ça? Je veux dire, est-ce que des diplomates iraniens et américains se disent entre eux « Ne faites pas attention à ça. Les vraies discussions se passent ici, à cette table, au Pakistan. » Ou bien est-ce qu'ils sont eux aussi constamment inquiets de ce que Donald Trump a tweeté la veille? Les Iraniens, je pense, ne prêtent aucune attention à ce que Donald Trump publie sur Twitter. Mais ils ne sont pas prêts à conclure un accord uniquement sur la base d'une promesse du genre. Oui, on le jure, on tiendra parole. Parce que si vous faites ceci ou cela, on lèvera les sanctions. L'Iran va simplement dire « Attendez une seconde, on a déjà connu ça. On a déjà emprunté ce chemin avec le JCPOA. Vous aviez pris des engagements et vous ne les avez pas tenus. Donc cette fois, il nous faut quelque chose de solide, de vraiment concret. » Est-ce que Trump peut lever les sanctions ou est-ce que c'est en fait le Congrès qui doit le faire? Si ça doit passer par le Congrès, tout sera bloqué, non? Eh bien, ça dépend. Les sanctions imposées par décret présidentiel, Trump peut les lever. Que ce soit George W. Bush, Barack Obama ou Joe Biden qui les ait mises en place, si ça a été fait par décret, Trump peut les lever. En revanche, si ça vient d'une loi votée par le Congrès, là vous avez raison. C'est au Congrès de se réunir et d'approuver la levée. Donc encore une fois, ça peut devenir un point de négociation. L'Iran pourrait dire « D'accord, vous, président Trump, levez toutes les sanctions que vous pouvez lever, et ensuite on sera prêt à avancer et à discuter. » Mais vous savez, l'Iran ne va pas renoncer à sa souveraineté. C'est ça, je pense, la leçon essentielle. Non, mais le truc, c'est que qu'est-ce que l'Iran peut faire? Enfin, pour qu'un accord ait un sens, il faut que l'autre partie le respecte, non?
Alors que penses-tu des sanctions de l'ONU? Est-ce qu'il serait envisageable qu'on oblige Trump à demander à son ambassadeur au Conseil de sécurité de, tu vois, proposer une résolution pour lever les sanctions de l'ONU contre l'Iran? Well, yeah, the U.S. could play a decisive Ce serait un gros dossier. Oui, les États-Unis pourraient jouer un rôle décisif là-dedans, mais il y a toujours la France et le Royaume-Uni. Donc ils pourraient encore y opposer leur veto. Et d'ailleurs, on les a vus le faire, en fait, en septembre dernier. Concernant les sanctions de retour automatique, le fameux snapback, le Royaume-Uni et la France ont été les principaux à dire non, on va les maintenir. Ce qui était intéressant, c'est que la France et le Royaume-Uni, aujourd'hui, sont devenus des anachronismes au sein de l'ONU. On pouvait encore dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils faisaient partie des grandes puissances mondiales. Ce n'est plus le cas. Ce sont au mieux des puissances régionales affaiblies. Et pourtant, ils continuent à vivre dans une sorte de fantasme, à se croire encore importants, encore influents, alors qu'ils ne le sont plus. Oui, mais une fois qu'un traité vous accorde quelque chose, les États ont tendance à le garder jusqu'au bout. Y a-t-il, selon vous, autre chose en ce moment autour de l'Iran qui soit vraiment important pour bien évaluer la situation? Eh bien, l'autre sujet, c'est ce qui se passe au Liban. Israël a relancé son offensive dans le sud du pays et il bombarde à nouveau. En même temps, Israël subit des pertes importantes. Le Hezbollah, avec son accès à ses drones, a complètement changé la donne. Avant, il devait se cacher et tendre des embuscades pour attaquer les forces israéliennes quand elles avançaient, et ça entraînait beaucoup plus de pertes de leur côté. Maintenant, ils les frappent à distance. Et ils infligent plus de pertes à Israël avec les drones qu'ils n'en avaient causé pendant la guerre de 2006, quand les combats se faisaient au corps à corps, à très courte distance. Donc voilà, c'est un autre facteur qui va entrer en jeu. Jusqu'à présent, on nous dit que Trump aurait prévenu Bibi de ne pas bombarder Beyrouth et de s'arrêter, disons, pour pouvoir frapper autour de la ligne jaune, dans le sud, mais surtout de ne pas aller au nord du fleuve Litani. Apparemment, Israël a suivi cette consigne jusqu'ici. Mais si la guerre s'étend, du point de vue de l'Iran, ce serait une rupture du cessez-le-feu. Et dans ce cas, Israël devient so une cible possible. Oui. Globalement, la situation ne semble pas vraiment favorable à un apaisement prochain. Et ça veut aussi dire que tout le problème économique autour du détroit d'Ormuz va rester tel quel. En clair, il faut s'attendre à des prix encore plus élevés à la pompe. Oui, les effets économiques à l'échelle mondiale commencent seulement à se faire sentir. Mais le prix du pétrole, de l'essence et du diesel, par exemple, s'envole un peu partout dans le monde. Donc ce n'est pas un phénomène isolé. La Chine, malgré les espoirs des États-Unis que le blocus exercerait une certaine pression sur elle, eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est même l'inverse. La Chine s'est protégée en mettant en place ses propres garanties. Il est en calme du blocus et de ses sanctions. Oui, et ce que ça va aussi provoquer, évidemment, c'est que l'Iran et la Chine vont chercher à trouver d'autres routes. Et vous savez, chaque choc pousse aussi les autres à renforcer leur résilience. Alors, dernière question. Est-ce qu'on a le moindre signe que ces néoconservateurs un peu fous préparent quelque chose pour étendre cette guerre à la Chine? Parce que pour l'instant, ici dans le Pacifique, tout semble plutôt calme. Oui? Vous voyez quelque chose de votre côté? Non. Ils en auraient peut-être envie, mais les États-Unis n'en ont pas les moyens.
Ils ont déjà largement épuisé une bonne partie de ce qu'ils pourraient utiliser dans une offensive contre les forces chinoises. Et la Chine est bien plus puissante que l'Iran, avec des missiles hypersoniques, des missiles anti-navires, des sous-marins. Donc, il n'y a vraiment aucun moyen pour les États-Unis d'infliger le moindre dégât, à moins d'utiliser l'arme nucléaire. Et si jamais ils faisaient ça, eh bien ce serait la fin du monde, parce que la Russie et la Chine riposteraient contre les États-Unis si ceux-ci prenaient une telle décision. Donc je ne vois pas ça arriver. Mais laissez-moi vous poser une question en tant qu'historien. Let me ask you a question as a historian. Have we ever had a period in the last 300 years? Est-ce qu'on a déjà connu, au cours des 3 derniers siècles, une période où 5 matières premières essentielles à la production industrielle mondiale ont été coupées du marché? On parle quand même de 20% du pétrole mondial, 10% du gaz naturel liquéfié, 35% de l'urée, indispensable à la fabrication des engrais, entre autres, 44% de l'hélium, utilisé à la fois pour l'imagerie médicale et la fabrication de puces électroniques. Tout ça, disparu. Et puis le soufre, nécessaire à la production d'acide sulfurique, encore une ressource clé pour l'industrie. Franchement, je ne me souviens pas d'une période comparable. Les conséquences, au minimum, c'est une récession mondiale. Et très probablement, une dépression. Recession at a minimum, depression very likely. Je ne pense pas qu'on ait déjà connu ça à une échelle mondiale comme aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est souvent l'un des objectifs, ou au moins l'une des conséquences des guerres de grande ampleur. C'était d'ailleurs l'idée de Napoléon pour affaiblir les Britanniques. Et la stratégie des Britanniques contre Napoléon, c'était un peu la même chose. Chacun essayait de couper l'autre de ses partenaires commerciaux. Et on commençait à menacer les pays tiers, les neutres, pour qu'ils arrêtent de commercer avec l'ennemi. Donc oui, c'est quelque chose de presque naturel dans ce genre de conflit généralisé. Mais je ne crois pas qu'on l'ait encore vu à une telle échelle, vraiment planétaire. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on vit quelque chose qui n'a aucun précédent dans l'histoire. Ce n'est pas comme, vous savez, un événement historique où on peut se dire « D'accord, voilà ce qui s'est passé avant. Quels sont les paramètres à comparer ?» Là, on fait face à quelque chose de totalement nouveau. Et c'est pour ça que je pense que la grande majorité des gens, même les universitaires, les commentateurs, les experts d'autres domaines, ne mesurent pas vraiment à quel point c'est grave, ni à quel point ça va être perturbateur. Et cette perturbation économique, à mon avis, finira par jouer un rôle très important. Avec le temps, ce sera sans doute le facteur principal qui poussera à trouver des incitations pour mettre fin à cette guerre et à parvenir à un accord négocié qui convaincra l'Iran de dire « D'accord, vous avez gagné, on arrête ». Si on regarde ce que font les banques centrales en ce moment et comment évolue le marché obligataire, on peut imaginer que si une nouvelle crise comme celle de 2008 survenait, ça changerait complètement la donne. Un nouveau choc, un choc économique de plus lié à ce qu'on vit aujourd'hui, mais quand même assez différent. Donc, on verra bien, je suppose. Eh bien, il y a un trader de produits dérivés qui vit en Chine, un Canadien qui s'appelle Alex White. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Reporter Phi Media et il explique que le marché des produits dérivés, en ce moment, se situe entre 700 000 milliards et un quadrillion de dollars. Des chiffres franchement impossibles à concevoir. Selon lui, un effondrement de ce marché est très probable. Et si ça arrivait, la crise de 2008 paraîtrait presque anodine à côté du chaos économique qui balayerait la planète. C'est pour ça que je dis que si on en arrive à ce stade-là, on entrerait dans quelque chose qui bouleverserait profondément l'ordre politique mondial. Les produits dérivés, c'est vraiment une idée stupide, surtout ceux qui sont découpés en morceaux.
Franchement, c'est ça qui a tout fichu en l'air en 2008. Eh bien, c'est juste que Tu prends quelques dettes, tu les découpes, tu les mets dans un nouveau paquet, tu vends ça, et au final, plus personne ne sait vraiment ce qu'il possède. Et tu appelles ça un actif infaillible, un risque garanti par des garanties. Mon Dieu, mais c'est pas complètement idiot ça. ouais, et tu crois qu'on a appris quelque chose? Non. Courbe d'apprentissage plate, mon gars. Donc voilà, c'est encore un autre sujet à l'horizon, et je pense pas que beaucoup d'analystes politiques en tiennent vraiment compte. Très bien. Maintenant qu'on est bien replongé dans le pessimisme, je voudrais te remercier, Larry, pour ton excellente analyse et surtout une analyse importante. Si les gens veulent te suivre, ils peuvent aller sur ton site, sonar21.com. Oui, il y a d'autres endroits où on peut te retrouver. Oui, j'ai une émission hebdomadaire sur Countercurrents. D'ailleurs, j'ai interviewé Alex White aujourd'hui. L'épisode sortira probablement vendredi. La semaine dernière, j'étais avec Catherine Austin Fitz. Elle aussi avait une analyse économique très intéressante. Elle a travaillé comme trader à Wall Street avec beaucoup d'expérience. Et je pense que tout l'aspect économique, l'économie peut sembler ennuyeuse, mais c'est de là, à mon avis, que viendra la vraie panique. Parce qu'en ce moment, les marchés ne se comportent pas normalement. On a vu pendant le Covid, le prix du pétrole grimper jusqu'à $150 le baril sur le marché à terme. Pourtant, il n'y avait qu'une réduction d'environ 20% de l'offre. L'offre, dans l'ensemble, restait intacte. Aujourd'hui, on a perdu 20% de l'offre et on nous dit, oui, le prix du pétrole baisse parce qu'un accord de paix serait proche. Moi, je ne crois pas qu'un accord de paix soit proche, malgré tout ce qu'on entend dans la presse et les commentaires optimistes. Non, mais c'est ça qui est drôle avec le marché. Ils n'ont pas besoin de quelque chose de réel. Ils ont juste besoin de quelque chose en quoi croire, non? Ça montre bien que c'est un casino. Un énorme casino. Oui, mais certaines personnes y jouent vraiment. Et l'un des principaux acteurs, c'est le président des États-Unis. Mais maintenant, qui sait? Oui. Comment créer la confiance, hein? Bref, Larry Johnson, on te reverra très bientôt. Tout le monde, allez sur Sonar 21, soutenez Larry. Et souvenez-vous, YouTube a banni Larry. Il n'a plus le droit d'avoir sa propre chaîne, ce qui est vraiment terrible. Alors si vous le pouvez, soutenez-le là-bas. Aussi sur, je crois, Buy Me a Coffee, non? Oui, Buy Me a Coffee, Patreon, Substack. Mais tout ça, vous savez, vous pouvez y accéder depuis ma page d'accueil sur sonar21.com. Sonar21.com. Merci de soutenir les analyses indépendantes. Larry Johnson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et toi, Pascal, merci mon ami. Thank you, my friend.